Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Pourquoi l'énéagramme est méconnu en Occident? Pourquoi l'énéagramme a mauvaise presse? Pourquoi beaucoup viendraient à rejeter l'énéagramme s'ils venaient à le connaître? Et pourquoi finalement cette chaîne s'appelle l'énéagramme du moi au soi? C'est ce qu'on va voir spontanément maintenant. Alors, on pourrait dire que la psychologie contemporaine est basée notamment sur le fait que je suis un penseur. Je pense, donc je suis. Ça ne tient pas à l'analyse, et je le dis souvent dans ces vidéos, je ne voudrais pas trop me répéter, mais à l'analyse, vous voyez bien que le penseur que vous êtes disparaît dès que vous êtes dans le sommeil profond. Quand vous dormez, vous perdez l'identification avec votre histoire, vous ne ressentez plus votre corps, donc si vous voulez au niveau mental, effectivement, il y a une disparition. Le corps, lui, est toujours en éveil, et ne confondons pas le corps avec la personnalité. La personnalité, c'est tout ce que vous mettez derrière « je suis ». Donc effectivement, la personnalité disparaît tous les soirs. Ce que vous êtes ne disparaît pas. Donc ce constat déjà a tendance à sentir un petit peu mauvais pour la psychologie contemporaine qui est basée sur le fait que je suis un penseur. Mais à l'analyse, ça ne tient pas. D'ailleurs, si on retourne un instant à l'école, je le dis souvent, la première cellule, trompe de Fallope, bon, il va y avoir la migration, et puis ensuite, effectivement, la colonne vertébrale, le tube digestif, et puis plus tard, un cerveau. Une première cellule sans cerveau, qui va créer à terme un cerveau. Et un cerveau qui aura beaucoup de mal à comprendre cette première cellule, même en 2023. Donc, dire que la conscience est le produit du cerveau est une plaisanterie. Le maintenir, le garder en place, dire ça en 2023, c'est difficile, c'est lourd. Mais si je ne suis plus un penseur, si la conscience n'est plus dans le cerveau, ou dit autrement, n'est plus uniquement dans le cerveau, ça remet en cause pas mal de choses. Ça remet en cause ma manière de voir l'humain, en Occident en tout cas. Donc, l'énéagramme, ce qui le sauve, c'est que cette figure cosmologique, ça devient un alphabet. Vous allez pouvoir déposer dans cette figure à peu près toutes les connaissances qui concernent l'humain. Ainsi, dans quelque temps, on va articuler l'énéagramme, qui peut presque être vu comme un alphabet du mental humain. Vous allez pouvoir effectivement articuler l'énéagramme avec ce qu'on appelle les états du moi. Les états du moi, vous savez, c'est l'analyse transactionnelle, c'est le travail d'Eric Berne, c'est un psychiatre, donc rien n'est à rejeter, au contraire. C'est-à-dire que la psychologie contemporaine, d'une certaine manière, a enrichi l'énéagramme, mais il ne faudrait pas que cette vision qui l'enrichit l'enferme. Et effectivement, vous ne pouvez pas avoir l'énéagramme comme une grille de la personnalité. Une grille de la personnalité, c'est quelque chose de fermé. Et le mental analytique fonctionne par paire d'opposés. C'est soit juste, soit faux, c'est soit grand, petit, correct, incorrect, ça sent bon ou ça sent mauvais, et c'est pas les deux en même temps, c'est pas possible. Et si vous regardez cette figure, énéagramme, et ça je le dis parce qu'on le dit jamais assez, vous ne pouvez pas voir un profil énéagramme si vous le dissociez de son évolution et de son involution, et si vous lui coupez les ailes, c'est les profils qui entourent les personnalités dont on parle. Donc, j'en suis désolé, mais le profil 4, et on aurait pu prendre 8 autres exemples, le profil 4 n'est pas un petit point perdu au bord d'un cercle. Le profil 4 est indissociable de son involution, c'est-à-dire le 4 involue en 2, de son évolution, il évolue en 1, et de ses ailes. Et les ailes, bien sûr, c'est les profils qui l'entourent, c'est-à-dire le profil 3 et le profil 5. Et ça, si vous voulez, c'est très difficile pour le mental qui tient justement à ce que les choses soient rigides. Enfin, c'est soit juste, soit faux. Je ne sais pas si vous avez vu cette figure cosmologique qu'est l'énéagramme, à quel point elle ressemble à une autre manière de réfléchir le monde, qui s'est totalement perdue. Une autre figure cosmologique qui lui ressemble beaucoup, le yin-yang. Yin et yang sont indissociables. L'un
ne peut pas exister sans l'autre. Et ainsi, le grand et le petit, le noir ou le blanc. Si vous allez sur Wikipédia et que vous cherchez finalement des informations sur le yin-yang, on va vous dire que yang, le blanc, yang, c'est fort, et le yin, c'est faible. Si vous avez le choix entre le fort et le faible, c'est souvent un exemple que je prends, vous choisissez quoi, vous? Vous prenez le fort ou le faible? Et ça, si vous voulez, c'est une vision totalement erronée de la vie. Et l'énéagramme, c'est un aspect que j'essaye aussi de mettre en avant, ça permet de mettre en corrélation, effectivement, les profils, de les faire danser entre eux. Vous allez pouvoir faire danser ainsi des énergies différentes. Et voir que si, à premier abord, un profil par rapport à un autre peut sembler plus fort, plus dominant, plus yang, qu'un autre qui serait plus dans la tendresse, dans l'émotion, plus yin, plus vous allez l'analyser et plus vous allez rendre compte que l'un et l'autre comportent des forces et des faiblesses. Donc c'est tellement riche. L'énéagramme. L'énéagramme est riche et l'énéagramme est quelque chose d'englobant. Et presque cette image cosmologique le montre, cette rondeur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de séparer les choses, il s'agit plutôt de les intégrer. Donc rien n'est à rejeter, mais attention de ne pas enfermer l'énéagramme dans un cadre trop étriqué. Donc bien sûr, vous pouvez l'utiliser de manière légère, de manière contemporaine, et ça marche très bien. Vous pouvez articuler l'énéagramme avec, par exemple, de l'entreprise, et montrer effectivement qu'il y a des profils qui sont peut-être plus appelés à travailler ensemble que d'autres. Vous pouvez l'utiliser de manière plus profonde, entre guillemets, c'est-à-dire le voir comme un outil de connaissance de soi. On va ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Si vous mettez, on va dire, 1000 personnes qui étudient en profondeur l'énéagramme, qui étudient, pourquoi pas, la littérature de l'énéagramme, qui va découvrir 1000 personnes qui vont découvrir leur profil énéagramme. Et qu'après, vous allez faire des panels, c'est-à-dire vous allez regrouper par profil énéagramme, eh bien, vous allez mettre tous les 6 ensemble, tous les 4 ensemble, tous les 2 ensemble, tous les 1 ensemble, et puis vous les faites vivre un petit peu ensemble. Mais rapidement, quelque chose, une remise en question totale va émerger. Benoît va être conscient, par exemple, qu'il est 6, qu'il a des motivations de 6, et j'ouvre encore une parenthèse mini, l'énéagramme ne s'intéresse pas au comportement, contrairement à beaucoup d'autres systèmes, mais aux motivations. C'est tellement plus riche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me pousse à agir comme ça? Si vous attaquez directement au comportement, ça peut vous mettre sur une fausse route. C'est important de le dire aussi. Donc notre ami Benoît qui est 6, eh bien il connaît ses motivations, et puis il mange à la cafétéria avec Pierre qui lui aussi est 6. Alors c'est terrible parce que plus vous étudiez l'énéagramme, plus vous avez l'impression de vous dire mais ça c'est moi. Oui c'est moi, c'est la manière dont mon mental fonctionne. Mais Pierre qui est à côté, et j'ai mangé avec lui à la cafétéria, donc je vois bien qu'il est très différent de moi. Puis on n'aime pas les mêmes choses. Et puis lui, il lit la littérature, l'énéagramme, il dit ça c'est moi. Non, est-ce que je suis? Mais je ne suis pas que ça du coup. Je ne peux pas être que ma personnalité. Parce que je suis différent. Moi je suis Pierre et je suis différent de Benoît, ou inversement. Qu'est-ce que je suis vraiment? Et là, si vous voulez, certaines personnes, certains êtres plutôt, aujourd'hui, viennent à se demander qu'est-ce que je suis vraiment. Et donc, plus vous allez être présent, plus vous allez remarquer à quel point vous n'êtes pas vraiment là où vous devriez être. Et la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps. Et si vous regardez bien, on ne ressent jamais le corps, parce qu'on a appris justement à ne pas le ressentir, à ne pas montrer quand ça va pas. Et puis, on a appris aussi à courir le monde. Donc, il n'y a pas de problème avec le fait de courir le monde, d'agir dans le monde. D'une certaine manière, je suis en train d'agir dans le monde. Je suis en train de faire une vidéo sur l'énéagramme. Mais pendant que j'agis dans le monde, quel est mon rapport avec le réel? Et la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps. Et si vous portez votre attention encore et encore au niveau corporel, si vous revenez dans la texture, c'est-à-dire dire mentalement je suis assis sur une chaise ne présente aucun intérêt. C'est pas ça.
On parle bien de la texture de l'instant. Si vous vous déposez dans la texture du réel, dans ces vibrations, dans cette sensation, au bout d'un moment, vous allez vivre ce qu'on appelle la désidentification de la forme. C'est-à-dire, ça va vous faire prendre une forme de recul qui va vous permettre que, oui, je vois le lieu où je suis, oui, je suis calme, oui, dans cette pièce, tout est calme, et en même temps que je vis ce calme, je vois mes mains. Et mes mains font partie du calme. Et ça, on l'appelle depuis bien longtemps, notamment l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est se rendre compte que à la fois je suis ce corps, et à chaque instant, je peux créer une personnalité si c'est nécessaire. Je suis Aurélien, j'ai 43 ans, et je suis heureux de faire cette vidéo sur l'énéagramme. Me voilà une personnalité. Mais pendant que j'agis dans le monde, est-ce que je suis conscient que finalement, ma nature première, est-ce que je peux observer cette personnalité? Et ça, si vous voulez, ces mots que j'emploie, qui sont très courants, très familiers pour des gens qui sont, on va dire, sur un chemin, ou qui ont médité, si vous voulez, déjà, on peut se demander si c'est pas très très curieux, très suspect comme propos, si vous restez dans un cadre, on va dire, de la psychologie contemporaine. Donc, ici, rien n'est obligatoire, c'est juste spontanément proposé. C'est des vidéos simplement qui nous amènent simplement à avoir cette personnalité énéagramme comme un objet. Et si vous méditez beaucoup ou si vous êtes très présent, moi je n'ai pas utilisé la méditation, mais si vous êtes très présent à ce qui est, si vous ramenez l'attention dans le réel, alors au bout d'un moment, vous allez voir cette personnalité comme un objet. Mais c'est là où l'énéagramme devient fascinant et nous sert longtemps sur le chemin, c'est que j'ai beau voir cette personnalité comme n'étant pas ma nature première, potentiellement je porte encore toutes les problématiques de cette personnalité. Et c'est là où l'énéagramme peut nous aider bien longtemps. Ça peut notamment nous aider à regarder que des émotions vont remonter. Les émotions, c'est de l'énergie ressentie sous les épaules, 200 millions de neurones là. Donc quand vous pensez à quelque chose, quand vous posez un regard mental, on va dire, sur quelque chose, c'est normal que ça vous fasse vivre des choses. Et ces choses-là sont extrêmement vulgarisées, alors que l'invitation est de les vivre. Et quand vous commencez à vivre ça, au bout d'un moment, vous rentrez dans un mystère. Parce que de manière très terre à terre, au bout d'un moment, vous voyez que vous êtes en colère. Vous voyez que vous êtes triste. Vous voyez que vous avez peur. Vous voyez que vous êtes angoissé. Vous voyez que vous fonctionnez comme un 4, comme un 7, comme un 8. Et la question très profonde, c'est où se situe ce qui perçoit ma personnalité énéagramme. Je le redis, et j'ai pas dit voir, j'ai dit où se situe ce qui perçoit la personnalité énéagramme. Et vous ne le trouverez jamais. Mais de manière très terre à terre, si vous pouvez voir que vous êtes en colère, ça veut dire que vous n'êtes pas cette colère. Vous pouvez vous identifier à cette colère, à cette tristesse, à cette peur, à cette angoisse, à ce stress. Mais si vous êtes intimement présent, au bout d'un moment, vous voyez que ce n'est pas tout à fait vous, que vous pouvez être en dehors. Et ça, on appelle ça le soi. Parce que c'est un mystère. Parce que vous ne trouverez jamais déjà les limites de ce qui perçoit l'expérience, et vous ne trouverez jamais où se situe l'expérience. Vous pourrez toujours dire « c'est moi qui perçois l'expérience », mais c'est vrai, c'est vous qui percevez l'expérience. Mais où se situe ce qui perçoit l'expérience? Et je vous le dis, voilà, après, je n'ai jamais demandé à personne de me croire de rien du tout. C'est en s'établissant dans ce qui perçoit l'expérience. C'est-à-dire là, les mains bougent, mais elles ne bougent pas dans l'inconscience, les mains. Pendant que les mains bougent, moi je suis dans un espace avant. Je suis totalement présent à ce qui est. Je sais comment est mon corps. Je sais comment sont mes mains. Pas parce que je les vois là, mais parce que tout est conscientisé.
Et au bout d'un moment, plus vous allez conscientiser les choses, et plus utiliser l'énéagramme pour comprendre quelle est votre personnalité ne présentera aucun intérêt. Ce qui sera important, par contre, ça sera la rencontre sensorielle. Je dis pas la gestion émotionnelle, hein, parce que le mental est malin, il est capable d'en faire un concept. Ah, je sens de l'injustice. Non, c'est pas ça. Comment je me goûte? Quelle est la texture de ce qui se passe? Et ce travail, ce retour à soi, au bout d'un moment, quand on commence à goûter ça en permanence, il y a une forme de paix, de tranquillité, de spontanéité. Ne croyez pas qu'un mot de cette vidéo était prévu. C'est spontané. Et l'action spontanée, l'action libre, a sa place. Je parlais des états du moi tout à l'heure. On verra ça dans une autre vidéo. Donc pourquoi l'énéagramme a mauvaise presse? Parce qu'il remet tout en cause. Il remet tout en question. Et ça, le mental veut des certitudes. Et une fois qu'il a validé quelque chose, c'est terminé après. Hein. Et c'est validé, c'est validé. Parce qu'il a l'impression que ça le sécurise. Un petit pouce, vous abonner, peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.